Bien, alors on vient d'examiner l'analyse de variance à un facteur. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsqu'il y a deux facteurs. Alors ici, on se place même dans un cas assez simple, celui où il n'y a pas de répétition. On va voir de façon plus précise ce qui se passe. Lorsqu'il y a des répétitions, c'est la petite ligne que je vous mets en bas, tout ce qu'on va voir ici fonctionne parfaitement. Simplement, lorsqu'il y a des répétitions, il y a des choses en plus. Alors comme on ne veut pas vous amener toutes les difficultés d'un coup, on commence par regarder ce qui se passe sans répétition. Là, je fais très clairement allusion au travail personnel que vous pouvez être amené à faire. Vous avez des données, il y a des répétitions. Vous pouvez vous dire, ah ben non, il y a des répétitions, je ne peux pas travailler ici. Vous pouvez parfaitement travailler lorsqu'il y a des répétitions, en oubliant qu'il y a des répétitions. Tous les calculs fonctionnent parfaitement ici. Alors allons-y, les données, quelles sont-elles? Alors, ici encore, on peut présenter les données de deux façons. J'ai déjà lourdement insisté sur l'importance de la structure des données. Alors, j'ai encore 6 parcelles. Sur ces 6 parcelles, j'ai cultivé 3 variétés. La variété 1 pour les parcelles 1, 2, la variété 2, 3, 4, etc. Donc en fait, ce début-là, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Il se trouve que j'ai un autre facteur qui m'intéresse. Facteur au sens facteur expérimental, qui est le fongicide. Est-ce que j'utilise le fongicide numéro 1? Est-ce que j'utilise le fongicide numéro 2? Donc ici, ce qu'on fait, c'est que puisqu'on cultive 2 parcelles, la 1 et 2 avec la variété 1, ben j'en cultive une où j'applique le fongicide 1, une où j'applique le fongicide 2. Et puis ici, pareil. Pour les parcelles 3 et 4, qui sont toutes les deux cultivées avec la variété numéro 2, eh bien j'en cultive l'une avec le fongicide 1, l'autre avec le fongicide 2. Alors après, je fais la récolte et j'observe des rendements. Alors, pour la simplicité des calculs, j'utilise exactement les mêmes rendements que tout à l'heure. Voilà. Vous remarquez qu'avec le même nombre de données, c'est-à-dire j'ai 6 parcelles, j'étudie 2 facteurs, alors que tout à l'heure, j'en ai étudié qu'un. Alors, il y a un premier réflexe qui pourrait dire, mais dites donc, est-ce que vous n'étudiez pas trop de choses à la fois? Est-ce que vous n'allez pas vous empatouiller à vouloir étudier plusieurs choses simultanément? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas utiliser la bonne vieille méthode cartésienne qui consiste à étudier les choses une par une, comme ça c'est fait proprement, croit-on? Eh bien non, et ça je vais vous le démontrer, ça apparaît très clairement déjà dans ce cours. C'est très avantageux d'étudier plusieurs facteurs simultanément. Ça sera le fondement de tout un cours qu'on va faire sur les plans d'expérience, mais déjà là, on va le voir. La première chose ici que vous pouvez noter, c'est qu'avec le même nombre de parcelles, j'étudie 2 facteurs, tout à l'heure j'en ai étudié qu'un. Maintenant, il va falloir que je vous démontre, et je vais le faire, que je les étudie aussi bien que s'ils étaient étudiés séparément. Ce que je vais faire. Alors, l'autre façon de présenter les données, eh bien, je mets en ligne un des facteurs, variété, en colonne l'autre facteur, fongicide, très bien. Et puis, je mets les moyennes dans les marges. Donc ici, je retrouve les moyennes 2, 3, 4 que j'avais déjà vues. Hein. Et maintenant, c'est nouveau, ça par contre, moyenne du fongicide 1, 2, moyenne du fongicide 2, 4. Alors ce plan d'expérience, il est dit complet et puis répété. Un plan complet, c'est un plan dans lequel vous trouvez toutes les combinaisons de facteurs. Vous pouvez prendre n'importe quelle variété, n'importe quel fongicide, il y a au moins une parcelle qui a reçu cette variété et ce fongicide. Donc le plan complet, c'est un plan dans lequel vous avez des observations, quelle que soit la combinaison de facteurs. 1. 2. Et puis répété, là vous devinez, ça veut dire que pour chaque combinaison de facteurs, j'ai le même nombre de répétitions. Ici en l'occurrence une, puisque je n'ai pas de répétition. Donc plan complet et puis répété. Alors les plans complets et puis répétés, ils ont des tas de bonnes propriétés numériques. Ils ont des tas de bonnes propriétés d'optimalité. Ils ont des tas de bonnes propriétés en termes de facilité d'interprétation. Et à chaque fois qu'on peut, on utilise des plans complets et répétés. Mais quelquefois, on ne peut pas faire autrement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode que nous allons voir maintenant fonctionne aussi quand on n'a pas un plan complet et quand on n'a pas un plan écrit répété. Simplement, les formules sont beaucoup plus compliquées. Mais sachez que si vous n'avez pas un plan complet écrit répété, vous pouvez quand même mettre en œuvre de l'analyse de variance. C'est moins optimal du point de vue des calculs, c'est un petit peu plus difficile pour interpréter, mais vous pouvez parfaitement le mettre en œuvre. Simplement, les formules ne s'interprètent pas.
Alors qu'ici, les formules ont toujours une interprétation très claire. Alors, notation, elles sont un petit peu plus compliquées que tout à l'heure. Alors, on retrouve le YIJ. YIJ, c'est le rendement observé pour la parcelle qui a la variété I et le fongicide J. Parce que là, je n'ai pas de répétition, c'est très simple. Alors, les Y bar, je retrouve Y bar I, qui est la moyenne de la variété I. Mais j'ai aussi le Y bar J, pour la moyenne des parcelles ayant reçu le fongicide J. Alors, vous voyez ici, on rajoute un petit point, ici. Voilà. Le petit point, ça nous permet d'indiquer sur quel indice on a effectué la sommation. Donc, quand vous voyez Y bar I, point, ça veut dire que j'ai effectué la sommation sur le deuxième indice, en l'occurrence les J. Quand vous voyez Y bar point J, ça veut dire qu'on a effectué la sommation sur le premier indice, en l'occurrence sur les J. Pas de difficulté. Quelles sont les questions que nous nous posons? Elles sont de même nature que celles de l'analyse de variance à un facteur, sauf que cette fois, nous nous posons deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a un effet de la variété sur le rendement? Deuxième question, est-ce qu'il y a un effet du fongicide sur le rendement? Voilà. Alors, pour cela, eh bien, nous allons, comme précédemment, bâtir un modèle. Alors, ce modèle, on va s'inspirer de la deuxième écriture de l'analyse variance à un facteur. Je vais écrire que le rendement grand Y, IJ, observé donc quand j'utilise la variété I et le fongicide J, eh bien ce rendement-là, c'est une variable aléatoire. Il vaut mu, qui est un espèce de rendement de référence. Alpha I, c'est un coefficient lié à la variété. Alpha I va être positif si ma variété est plutôt bonne, négatif si ma variété est plutôt mauvaise, mais plutôt mauvaise dans le cadre de mon plan d'expérience. Ce n'est pas plutôt bonne ou plutôt mauvaise dans l'absolu. Je peux faire un plan d'expérience dans lequel il n'y a que des bonnes variétés. Dans ce cas-là, la plus mauvaise des bonnes, elle reste bonne puisqu'elle est bonne, mais elle est mauvaise comparée aux autres. Dans ce cas-là, elle aura un coefficient négatif. Donc plus alpha i, disais-je, qui est le coefficient de la variété, plus, ça c'est nouveau, un terme lié au fongicide. Si mon fongicide est efficace, eh bien, j'aurai bêta J positif. Pas efficace, bêta J négatif. Ici encore, l'efficacité du fongicide, elle est relative. En fait, comme il n'y en a que deux, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui va avoir un coefficient positif, l'autre un coefficient négatif. Alors, plus un résidu aléatoire. Donc, vous avez bien compris que mu, alpha i, bêta j, ce sont des paramètres qui sont certains mais inconnus. Bon. Cela étant, lorsque je cultive ma variété, je n'obtiens pas toujours le même rendement. Lorsque je cultive ma parcelle, pardon, je n'obtiens pas toujours le même rendement, même si je prends la même variété I et le même fongicide J. Donc j'ai bien un epsilon IJ aléatoire. Et c'est ce résidu aléatoire qui confère à Y, qui est mon rendement, le statut de variable aléatoire. Alors, les hypothèses sur ce résidu sont exactement les mêmes que celles de l'analyse variance à un facteur. L'hypothèse de normalité, elle est très technique. On a fait cette hypothèse parce qu'après, on va avoir des lois exactes. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, eh bien les lois que nous obtenons à la fin sont approchées. On a déjà parlé de ce problème. Les approximations, on peut considérer qu'elles sont généralement bonnes. Donc là, on n'a pas trop de soucis. Le fait que nous ayons une espérance nulle ici, ce n'est pas du tout un problème. Si les epsilon ij avaient, par exemple, une espérance de 1, mais ça veut dire que j'ai oublié le 1 dans le mu, tout simplement. Donc dès l'instant que dans un modèle j'ai une constante, automatiquement, mes résidus, eh bien, ils sont d'espérance nulle. S'ils n'étaient pas d'espérance nulle, c'est que j'ai oublié quelque chose dans la constante. Alors par contre, j'ai sigma 2 ici, qui est constant, qui ne dépend ni de la variété, ni du fongicide. C'est-à-dire que la variété et le fongicide, ce sont des facteurs expérimentaux qui jouent sur la moyenne, mais qui ne jouent pas sur la variance. C'est une autre façon de voir les choses. Alors cette hypothèse, selon les cas, est plus ou moins lourde. Malheureusement, on est obligé de la faire. Ce qui est très important aussi, c'est l'indépendance des résidus. Alors l'indépendance des résidus, je l'ai déjà évoqué. Sur la parcelle 1, ça peut être plus ou moins bien marché en fonction de ceci ou cela. La parcelle 2, ça a plus ou moins bien marché en fonction de ceci ou cela. Il n'y a aucun rapport entre les deux parcelles. Ça, c'est très important. Et ceci, quel que soit le couple. Alors,
J'aurais pu vous donner d'autres exemples. Je vous ai déjà cité pour l'analyse de variance un facteur les promotions en magasin. Vous pouvez avoir des magasins dans lesquels vous testez l'effet d'une offre commerciale, et puis après il y a l'effet de la hauteur sur le rayon. Est-ce que vous êtes à hauteur des yeux, un peu au-dessus, ou plus au-dessous? Voilà. Ça fait 2 facteurs expérimentaux. Donc vous avez tout un échantillon de magasins avec lesquels vous avez des accords, vous pouvez travailler. Et vous dites voilà, vous, tel magasin, je vais essayer l'offre commerciale numéro 1, et puis avec le niveau 1 au niveau du rayon. Offre commerciale numéro 2 avec le niveau 3, mais dans un autre magasin, etc. Et puis je fais toutes les combinaisons. Ça, c'est possible. Autre exemple que je vous cite au passage, nous, on travaille beaucoup sur l'analyse sensorielle parce que c'est un domaine intéressant qui se prête bien aux statistiques. Toutes les statistiques que nous faisons s'appliquent à bien d'autres choses que l'analyse sensorielle. Hein. Bon, je peux vous faire déguster des produits et puis je vous demande de m'évaluer l'acidité de ce produit. Bon. Donc l'acidité du produit, ça va être une note. 0, c'est pas du tout acide, 10, c'est très acide. Vraiment variable quantitative. Alors ça dépend de quoi? Ben, la réponse, elle dépend du produit que je vous donne. Donc ici, vous voyez, mon YIJ, qui est ma note d'acidité, ça dépend du produit que je donne. Mais ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui sont très sensibles à l'acidité, il y a des personnes qui ne le sont pas. Vous voyez? Donc, et puis, bien sûr, il y a un résidu ici qu'on pourrait commenter. Tout ça pour dire que ce modèle que nous voyons ici, il est excessivement général. Hein. Ça peut être nos individus statistiques, ça peut être des parcelles, ça peut être des épreuves de dégustation, ça peut être des promotions dans les magasins, ça peut être des tas de choses. Alors, sur ces paramètres, on met des contraintes. Pour la même raison qu'en analyse de variance. Un facteur. C'est-à-dire que sinon, nous avons une indétermination. Alors, l'idée, c'est de mettre somme des alpha i est égale à 0 et somme des bêta j égale à 0. On a déjà vu dans l'analyse de variance un facteur, la contrainte somme des alpha i égale 0. Ça signifie ce que j'ai déjà supposé dans mon commentaire, à savoir, lorsque alpha i est positif, c'est que ma variété est plutôt dans les bonnes, et lorsque alpha i est négatif, ma variété est dans les mauvaises. Lorsque bêta j est positif, c'est que mon fongicide il est dans les bons, et puis lorsque bêta j est négatif, c'est que mon fongicide est dans les mauvais. En relatif, bien sûr. Alors, le bilan de tout ceci, c'est qu'on a i plus j paramètres. Alors, i parce qu'on a i alpha i, j parce qu'on a j bêta j, plus le mu. Mais en fait, on a 2 contraintes, donc en fait, on a i plus j moins 1 paramètres indépendants. D'accord? Ça, c'est nos données. Alors, les paramètres, nous allons les estimer. Estimer des paramètres, c'est trouver des valeurs numériques telles que mon modèle approche le plus possible mes véritables données. Alors, allons-y. Je vais essayer de trouver les valeurs numériques, mu chapeau, alpha i chapeau, bêta j chapeau, telles que quand je les combine, je reconstitue aussi bien que possible les y, j. Voilà. On va écrire d'autres modèles, hein. On va en écrire la prochaine fois, on va en écrire les fois d'après. L'objectif est toujours le même dans l'estimation. Trouver les valeurs des paramètres telles que mon modèle me reproduise aussi bien que possible mes données observées. Voilà. Alors, on va appeler EIJ les résidus observés, à ne pas confondre avec les epsilon IJ, qui sont les résidus théoriques que nous avons évoqués tout à l'heure, qu'on ne connaîtra jamais. Par contre, les EIJ, eux, nous allons les calculer. Alors, ce qu'il faut, eh bien, c'est trouver mu chapeau, alpha i chapeau, bêta j chapeau, en minimisant somme des EIJ carré. Alors, on va avoir notre contrainte, hein, somme des alpha i chapeau égale à 0, et somme des bêta j chapeau est égale à 0. Bien. Alors, les estimations. Les estimations dans le cas du plan complet et QI répété. Alors, elles sont particulièrement simples, c'est ce que je vous avais annoncé. Et si on n'a pas un plan complet QI répété, eh bien ces estimations sont plus compliquées. Mais on peut les faire. Enfin, on peut les faire. L'ordinateur va les faire. Vous ne pourriez pas le faire à la main. Impossible. Mais l'ordinateur, lui, il sait les faire. Simplement, la formule est moins claire. Tandis qu'ici, les formules qu'on obtient sont très claires. Alors, le mu chapeau, on l'estime par quoi? On l'estime par la moyenne sur tous les essais. Donc, mon rendement de référence, eh bien, je prends toutes mes parcelles de mon essai, quelle que soit la variété, quel que soit le fongicide, et ça me donne un rendement de référence, y bar, point, point. Hein, du coup, je fais la sommation sur les 2 indices. Et puis maintenant,
Si je veux estimer alpha i, eh bien alpha i chapeau, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien c'est comme tout à l'heure, je veux estimer alpha i. Alpha i, c'est l'effet de ma variété i. Eh bien l'effet de la variété i, je l'obtiens comment? Je prends la moyenne de toutes mes parcelles qui ont reçu la variété i, je prends mon rendement de référence et je fais l'écart entre les deux. Voilà. Donc si ma variété a tendance à me donner des rendements supérieurs à la moyenne générale, je vais avoir un alpha i qui va être positif. Alors ici, c'est très simple, alpha chapeau i égale y bar i moins y bar, point point. Et puis pour bêta chapeau j, c'est pareil, je prends toutes les parcelles qui ont reçu le fongicide j, je fais la moyenne. Et à cette moyenne, je retire la moyenne de référence, qui est la moyenne générale. Et comme ça, je vois bien si mon fongicide il a un effet positif ou négatif. Donc pour calculer ça, à la limite, vous n'avez pas besoin de cours statistiques, vous l'auriez fait spontanément, en disant, voilà, je calcule la moyenne générale, je calcule la moyenne pour la variété 1, et je regarde, je compare les deux. Ça, voilà, ça vous auriez pu le faire. Alors, par contre, ce que vous ne pouvez pas faire à la main, c'est quand c'est pas plan complet et répété, ce que j'ai rappelé ici par PCE. Propriété des estimateurs. Ici, on va retrouver des estimateurs sans biais. C'est-à-dire que quand vous procédez comme ça, vos estimateurs sont sans biais, c'est-à-dire qu'en moyenne, vous tombez sur les bonnes valeurs. Et ça, c'est tout le temps vrai. Même si votre plan n'est pas complet, pas répété, s'il est complètement bizarre, vous avez toujours cette propriété qui est que les estimateurs sont sans biais. C'est-à-dire, en moyenne, mu chapeau vous donne mu, en moyenne, alpha chapeau vous donne alpha i, en moyenne, bêta j chapeau vous donne bêta. Bêta j, il manque un petit j là. Par contre, la variance de alpha i chapeau, alors elle est plus ou moins facile à calculer, et la formule que je vous donne ici ne vaut que dans le cas du plan complet et répété. Donc dans le cas du plan complet et répété, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez exactement la même variance que nous avons vue dans l'analyse de variance à un facteur. Sauf que dans l'analyse de variance à un facteur, si vous vous souvenez, on avait ici, non pas J, mais on avait petit r. Vous vous souvenez? Le sigma 2 sur R, hein, qui était l'équivalent du sigma 2 sur N. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, voyez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand je regarde je suis dans le cas du plan complet et répété. Hein. Quand je regarde la variance d'un coefficient, finalement, c'est la même que dans mon modèle, je mette un effet ou deux effets. C'est bien ça. Ma variance est la même que je mette un effet ou deux effets. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. C'est la même. La variance d'un estimateur, qu'est-ce que ça représente? On sait que l'estimateur est sans biais. Donc, en moyenne, il donne la bonne valeur. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que de temps en temps, il soit très au-dessus, de temps en temps très au-dessus. Plus 20 quintaux, moins 20. Ça ne nous va pas, ça. On aimerait bien un estimateur qui soit assez resserré autour de la bonne valeur. C'est ça la notion de variance. La notion de variance de l'estimateur, elle est très importante, puisque c'est elle qui va nous commander, in fine, la précision de notre expérience. Si j'ai une expérience avec de faibles variances d'estimateurs, ça veut dire que, comme en plus ces estimateurs ne sont pas biaisés, je suis tout près de la bonne valeur. Je ne sais pas exactement où elle est, mais elle n'est pas loin. Donc, cette variance d'estimateur, c'est elle qui me commande la précision. Or, je m'aperçois que dans ma première expérience, j'ai 6 parcelles, j'étudie un facteur, avec une précision donnée. Dans ma deuxième expérience, j'ai toujours 6 parcelles, c'est le même prix. J'étudie 2 facteurs, mais chaque facteur est estimé avec la même précision que s'il était tout seul. Ça, c'est incroyable. Ça, il faut le noter. Dans cette expérience, chaque facteur est connu avec la même précision que s'il était tout seul. Donc l'intuition qui consiste à dire « Oh là là, mon jeune ami, n'étudiez pas trop de facteurs à la fois, vous allez vous embrouiller. » Pas du tout. Pas du tout. On étudie les choses aussi bien. Ah, il y a une condition. Il faut que le plan soit équirépété. Complet et équirépété. Donc vous avez une contrainte sur le plan d'expérience. La contrainte sur le plan d'expérience. Donc ça, c'est une idée clé de la statistique, de l'expérimentation en général, on pourrait presque dire de la vie. Mais ça, ça nous amènerait un petit peu loin de détailler. Alors, exemple numérique. Alors évidemment, tout tourne très bien dans l'exemple numérique, d'autant plus que nous l'avons déjà traité dans l'analyse de variance à un facteur. Je vous ai rappelé les données ici. Alors, notre moyenne générale, c'est 3. Donc du coup, mu chapeau vaut 3. Ici, comme moyenne, j'ai 2, 3, 4. Donc je vais avoir moins 1, 0, 1. Je retrouve les mêmes valeurs que tout à l'heure. Alors, nouveauté, maintenant, les fongicides,
moyenne 2, moyenne 4, en référence à y bar égale 3, donc on va avoir moins 1 d'une part et plus 1. Tout ceci est très facile. C'est très facile parce que c'est écrit répété. Si ce n'était pas écrit répété, la machine vous fait les calculs, vous inquiétez pas, ils sont sans biais, vous inquiétez pas, mais simplement c'est pas aussi simple que ça. Écart au modèle. Très important ces écarts au modèle. Ces écarts au modèle vont nous dire d'abord si notre modèle il est bon. Et puis il va nous dire s'il est localement mauvais. Est-ce que par hasard on aurait des résidus qui seraient spécialement grands? Alors, reprenons. On appelle toujours Y chapeau IJ la valeur estimée par le modèle lorsque je cultive avec la variété I et le fongicide J. Y chapeau IJ, donc c'est la valeur, on va dire, estimée par le modèle, on pourrait dire ça. Bien. Et les résidus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les résidus, c'est l'écart entre la vraie valeur et la valeur produite par le modèle. Très bien. Alors, je peux les détailler, ici YIJ. Je trouve ici une formule qui est un petit peu compliquée, que je ne vais pas commenter maintenant, mais dont la signification vous apparaîtra dans 1, 2, 3 cours, pour ceux qui ont la chance de suivre le deuxième module. Donc pour l'instant, vous notez que ces résidus ont une formulation un peu compliquée, hein, mais qui, pour certains d'entre vous, s'éclairera de façon étonnante dans le deuxième module. Propriété des résidus. Vous vous souvenez, pour l'analyse de variance, à un facteur, ce qu'on avait dit, on avait dit par variété, la somme des résidus vaut 0. Vous vous souvenez? Cette propriété, elle reste vraie. C'est-à-dire que quand vous prenez les résidus, hein, pour un J donné, vous faites la somme, donc pour un fongicide donné, vous faites la somme de toutes les variétés, vous avez 0. Donc la somme des résidus associés à un même fongicide vaut 0. Et ici, vous avez la propriété symétrique. Pour un I donné, vous faites la somme des résidus et vous obtenez encore 0. Donc, pour un fongicide donné, la somme des résidus vaut 0. Pour une variété donnée, la somme des résidus vaut 0. Exemple numérique, hein, alors vous pourrez le faire. Hein. Voilà les données observées, 2, 2, 1, 5, 3, 5. Ça, vous les connaissez. Alors, on va en faire un pour voir. Hein. À quoi je m'attends ici? Je m'attends à 3 qui est mon rendement de référence, moins 1 parce que j'ai la variété 1, ça me fait 2, moins 1 parce que c'est le mauvais fongicide, ça me donne 1. Et comme j'observe 2, j'ai donc un résidu de plus 1. Maintenant, je fais l'autre. Je m'attends à quoi ici? 3, moins 1 plus 1, ça me donne 3. En fait, je vois 2. Donc, ça me donne un résidu de moins 1. Et oh, magie, la somme vaut bien 0. Alors, ce n'est pas tout à fait magique, hein, ça s'explique bien. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle magie, évidemment. Alors, vous voilà les résidus du modèle, hein, dont la somme en ligne vaut 0 et la somme en colonne vaut 0. Donc, si la somme en ligne vaut 0, si la somme en colonne vaut 0, ce n'est pas du tout parce que j'ai pris des petites données très simples, c'est parce que c'est structurel au modèle et à la méthode d'optimisation. Estimons maintenant sigma 2. Je vous ai déjà dit, le sigma 2, il est intéressant parce que par la suite, il va nous servir à faire des tests. Le sigma 2, c'est la variance résiduelle. Hein, j'ai beau me placer dans les mêmes conditions expérimentales, je n'ai pas toujours le même résultat. Donc cette variabilité résiduelle va nous servir de base pour juger de l'effet des facteurs. Donc en ce sens, c'est un intermédiaire de calcul qui sera fort précieux. Mais ce n'est pas que ça, c'est tout à fait intéressant de juger de la variabilité résiduelle en elle-même. Alors, on a quelque chose qui est tout à fait analogue à ce qu'on a déjà vu. Lorsque je calcule la variance des résidus observés, eh bien, j'ai une sous-estimation de sigma 2. J'ai une sous-estimation. Et petit n est ici, comme précédemment, le nombre total d'essais, c'est-à-dire IJ. Donc ça, ce biais-là est très, très facile à retirer. Il suffit de diviser la somme des EJ carrés, c'est-à-dire la somme des carrés des écarts résiduels, non pas par n, comme incite à le faire une variance ordinaire, mais par n moins i moins j plus 1. Alors, ceci nous donne un estimateur qui maintenant est non biaisé. Donc ceci, ça va être ce qu'on va appeler par la suite le carré moyen résiduel, c'est l'estimation de la variance résiduelle, on va dire, pas par abus de langage, c'est la variance résiduelle. Alors le n moins i moins j plus 1, c'est le nombre de degrés de liberté. Alors c'est le nombre de degrés de liberté attaché à la somme des carrés. Donc j'ai combien de termes? N. J'ai combien de contraintes? Alors
la somme des résidus, elle est nulle pour chacune des variétés. Vous vous souvenez de ça? Bon. Donc ça me donne I contrainte. La somme des résidus, elle est nulle pour chaque fongicide. Ça me donne J contrainte. Mais si j'ai une somme qui vaut 0, puisque j'ai annulé par variété tous les résidus, alors, lorsque je regarde les fongicides, il suffit, puisque j'ai que 2 fongicides, dès l'instant que la somme des résidus est nulle pour un fongicide, pour l'autre c'est automatique. Donc en fait, il y a une contrainte qui est comptée 2 fois lorsque je compte ici les I et les J. Voilà le plus simple. Donc ça, vous y réfléchirez, c'est très facile. Vous avez l'argument c'est de dire, les E et J ne peuvent pas varier n'importe comment, ils sont très contraints, leur somme en ligne est nulle, leur somme en colonne est nulle également. Donc vous voyez, vous l'avez ici, dès l'instant que vous avez ceci, ces 3-là qui valent 0, et que celui-ci vaut 0, automatiquement celui-là vaut 0. Alors, je prends ici ma somme des carrés des écarts résiduels, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça me donne 4, 4 divisé par 2, donc j'ai bien un écart type résiduel là, qui vaut de 1,41. Alors, à partir de là, je peux calculer la variance des coefficients du modèle. Alors, ce calcul n'est vrai que dans le cas du plan complet QI répété. Alors, dans le cas du plan complet QI répété, eh bien, je vous laisse vous-même faire les calculs. J'estime la variance de alpha I chapeau, j'applique la formule qu'on a vue là, sigma 2 sur J, je tombe sur 0,8 pour l'écart type, donc 0,8 au carré pour la variance. Et puis pour bêta J, ben, je tombe sur 0,57. Ah tiens, c'est pas la même. J'ai l'impression que mes fongicides sont connus avec plus de précision que mes variétés. Pour quelle raison? Eh bien, c'est que pour chaque fongicide, j'ai 3 données, alors que pour chaque variété, je n'ai que 2 données. Donc ça doit se retrouver quelque part. Eh bien, ça se retrouve dans la variance des estimateurs. Donc, dans le cas du plan complet QI répété, tous les alpha I ont la même variance. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tous les bêta J ont la même variance. Je connais toutes mes variétés avec la même précision. Je connais tous mes fongicides avec la même précision. Mais je connais mieux mes fongicides que les variétés, parce que, encore une fois, ça se voit ici. Ici, je divise par 2, alors qu'ici, je divise par 3. J'ai plus de données par fongicide que je n'ai de données par variété. Alors, nous allons, comme précédemment, effectuer une décomposition de la variabilité. Cette décomposition de la variabilité, elle est plus complexe que la précédente, mais elle est aussi plus réaliste. Quand je vous citais l'exemple des quels sont les facteurs qui influent sur le salaire à l'embauche, le premier salaire à l'embauche. Alors on avait dit le diplôme, on avait dit le genre, on avait dit ceci, cela. Dans la vraie vie, vous avez toujours plusieurs facteurs en concurrence. Il faut essayer de séparer ces facteurs. Alors c'est ce que l'analyse de variance fait. Alors, l'écriture du haut paraît évidemment assez indigeste au début, mais regardez bien. YIJ moins Y bar. YIJ moins Y bar, c'est la variabilité totale. Autrement dit, je prends tous mes rendements, là. Tous ces rendements, ils ont une certaine variabilité. Je ne m'occupe pas des fongicides des variétés, je prends le paquet du tout. Et je regarde la variabilité. Donc ça, je regarde la simple variance de mes résultats. Voilà, c'est YIJ moins Y bar. Maintenant, si je veux regarder ce qui se passe par variété, ou plus exactement, d'une variété à l'autre, j'ai Y bar I moins Y bar. Y bar I moins Y bar, c'est bien la variance inter-variété. Si j'ai des Y bar I moins Y bar qui sont très grands, ça veut dire que d'une variété à l'autre, j'ai de grandes différences. Alors j'en ai des grands et des petits, puisque la somme vaut 0. Ici, pareil, on retrouve l'effet fongicide. Et puis ici, on retrouve le résidu. Vous retrouvez la même formule que tout à l'heure. Alors, dans le cas du plan complet QI répété, et dans ce cas-là seulement, lorsque vous élevez au carré, toutes les sommes des doubles produits s'éliminent. Vous pouvez faire ça, travail à faire à la maison, si ça vous dit. Ce n'est pas de la virtuosité, il faut simplement pas s'emmêler les pinceaux dans les signes sommes. Alors, dans le cas du plan QI répété, lorsque vous élevez au carré et que vous effectuez la sommation, les doubles produits s'éliminent dans la sommation. Et il vous reste ceci, dans lequel vous faites apparaître une somme des carrés des écarts total, SCET, qui se décompose entre une somme des carrés des écarts dus au facteur 1, une somme des carrés des écarts dus au facteur 2, et une somme des carrés des écarts résiduels. SCE, somme des carrés des écarts.
Les degrés de liberté, on les a déjà vus. On a vu le degré de liberté total, c'est le même que pour les variances à un facteur, bien sûr. On a vu celui de la résiduelle, et bien cela, c'est la même chose. D'ailleurs, je m'aperçois que ici, c'est pas I, c'est J moins 1, au passage. Alors, on peut s'intéresser à la valeur globale de notre modèle. La valeur globale du modèle, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est un calcul qu'on peut toujours faire. Je regarde la somme des carrés des écarts totales. Je retranche la somme des carrés des écarts résiduels. Cette différence, c'est bien ce qui est expliqué par le modèle. Eh bien, cette différence, je peux la rapporter à la somme des carrés des écarts totaux et j'obtiens le pourcentage de variabilité expliqué par le modèle. Ça, je peux toujours le faire, quel que soit mon modèle. Toujours. J'obtiens ce coefficient qu'on appelle R2, qui est dit coefficient de détermination, mais dans le langage courant, on dit le R2. Donc le R2, c'est un indicateur d'adéquation du modèle. C'est bien ça. Est-ce que mon modèle, il colle bien aux données ou pas? Ça, c'est très différent de est-ce que c'est significatif ou pas. C'est un indicateur d'adéquation. Alors ici, on va pouvoir évidemment le calculer. Alors, vous vous souvenez, la variance qui faisait 7 tiers là, tout à l'heure, 14, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Bien. La résiduelle, la somme des cas résiduels, vous vous souvenez, c'est 4. Il y avait plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. 4. Bien. Vous vous souvenez que la variance due à F1, c'était 4 dans l'expérience antérieure, donc j'ai celle-ci par différence, 6. Donc j'ai bien une variance totale, 14, qui se décompose en 4 pour F1, 6 pour F2 et 4 pour la résiduelle. Bien. Alors si maintenant je regarde le R2, je regarde 6 plus 4 ici, divisé par 14, ça me donne 0,71. Mon modèle, il explique 71% de la variabilité, chiffre qui, à premier abord, peut paraître important. Est-il significatif? On ne le sait pas. Là, il faut faire un calcul pour savoir si c'est significatif. 71%, on peut considérer que c'est beaucoup, peut-être, mais ça dépend. Ça dépend essentiellement des degrés de liberté. Est-ce que j'ai beaucoup de données? Est-ce que j'ai beaucoup de paramètres? Lorsque j'avais analysé mon tableau à un seul facteur, regardez ce que j'obtenais. 14, 4 plus 10. En fait, tout se passe comme si j'avais décomposé la variance résiduelle en deux, une partie qui était due au fongicide et une partie qui était vraiment de la résiduelle. Finalement, mon premier plan d'expérience, celui de l'analyse de variance à un facteur, c'était comme si j'avais bien l'effet fongicide, mais je l'oublie au moment de l'analyse. Eh bien, si j'oublie l'effet fongicide au moment de l'analyse, eh bien, c'est fort mauvais, parce que je suis en train d'avoir dans la résiduelle des tas de choses qui n'ont rien à y faire. Par exemple, tel facteur. Alors, 71%, ça paraît beaucoup. Est-ce que c'est significatif? Pour ça, il faut faire le test. Test global du facteur. Alors, test global du facteur, c'est la même hypothèse que pour l'analyse de variance à un facteur. C'est exactement le même test. On va le faire deux fois, pour l'effet variété, pour l'effet fongicide. Donc l'hypothèse H0, c'est il ne se passe rien, il n'y a pas d'effet du facteur, tous les alpha I sont nuls. Et l'hypothèse alternative est assez complexe, il y a au moins un alpha I différent de 0. L'intuition est la même, je veux comparer la variabilité de mes moyennes, quand j'étudie un facteur, je regarde moyenne pour la variété 1, la variété 2, la variété 3, et je compare cette variabilité à ma variabilité résiduelle. Alors je ne peux pas faire ça comme ça à l'œil, hein. Je suis obligé de faire des calculs. Alors les calculs me disent quoi? Quand je regarde le carré moyen résiduel, c'est-à-dire l'estimation de la variance résiduelle, cette estimation est non biaisée. Vous vous souvenez, j'avais exprès divisé par n moins i moins j plus 1. C'est non biaisé. Donc cette quantité, le CMR, me donne en moyenne, quelle que soit l'hypothèse, sigma 2. En revanche, si maintenant je regarde le carré moyen factoriel, eh bien ce carré moyen factoriel, regardez son espérance. Ici encore, ce n'est pas une formule à savoir par cœur, pas du tout, mais ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe. Ce carré moyen factoriel, il dépend de quoi? De ce qui est résiduel, plus de l'effet du facteur. Vous voyez? Somme des alpha I carrés, c'est l'effet du facteur.
D'accord? Puisque alpha i, la somme vaut 0. Donc si j'ai plus 1, moins 1, somme des alpha i vaut 2. Si j'ai plus 2, moins 2, 2 fois 2, 4, plus 2 fois 2, 4, fait 8. Ok? Donc cette quantité, elle va être d'autant plus grande que mon facteur joue. Et si elle vaut 0, ben si elle vaut 0, alors en espérance du carré moyen factoriel, j'ai sigma 2. Vous voyez que même si vous n'avez aucun effet du facteur, mes variétés, en fait, c'est la même. On pourrait dire, ben dans ce cas-là, le carré moyen factoriel, il a tendance à valoir 0. Pas du tout, il ne vaut pas 0, il vaut en moyenne sigma 2. Ça, c'est très joli. J'ai beau avoir aucun effet du facteur, du fait de la variabilité résiduelle, je n'obtiens pas 0 du tout. J'obtiens combien en espérance? Sigma 2. Alors par contre, donc si H0 est vrai, pardon, ça vaut sigma 2. Donc du coup, je vais comparer ces deux quantités, carré moyen résiduel et carré moyen factoriel, et je les compare en faisant le rapport. Et ce rapport ici, carré moyen factoriel sur carré moyen résiduel, il suit une loi de F, avec les bons degrés de liberté. Vous avez en haut ici le degré de liberté du numérateur et le degré de liberté du dénominateur. Ça vous donne une loi de F. Ce rapport, sous H0, il vaut donc une loi qui est connue, et c'est comme ça que je bâtis le test. Donc je retrouve exactement le même dessin que pour l'analyse de variance à un facteur. Vous avez ici la loi de F sous H0, et je vais définir une limite entre une zone d'acceptation et une zone de rejet à partir des probas. Alors la limite, comment je fais pour la calculer? Je vois bien que lorsque j'ai de petites valeurs du rapport, ça veut dire que mon carré moyen factoriel est du même ordre de grandeur que mon carré moyen résiduel. Donc je n'ai aucune raison de rejeter H0, je l'accepte, H0. Si par contre, j'ai un carré moyen factoriel bien plus grand que le carré moyen résiduel, alors je vais avoir tendance à rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes. Alors ici, je choisis 5%, ce qui me donne ici le quantile de la loi de F qui me sert de limite. Donc voici formellement comment on écrit la règle de décision. Alors, application numérique à partir du tableau. Alors, on avait déjà calculé ce tableau récapitulatif. Vous reconnaissez ici les sommes des carrés d'écart, 14, 4, 6, 4, les degrés de liberté. Les carrés moyens, je les obtiens en divisant 4 par 2, ça me donne 2, 6 par 1, ça me donne 6, 4 par 2, ça me donne 2. Vous avez ici les formules. Et pour faire les tests, je rapporte les carrés moyens factoriels aux carrés moyens résiduels. 2 divisé par 2, ça vaut 1. 6 divisé par 2, ça donne 3. Voilà. Alors je vous donne ici, vous pouvez calculer de façon directe la somme des carrés d'écart factoriels correspondant au facteur numéro 2. Alors si je regarde maintenant dans les tables, donc le F a 2 et 2, parce que j'ai 2 degrés de liberté ici et 2 degrés de liberté. La limite vaut 19, et quand j'ai 2 et 1, ou plutôt 1 et 2, la limite c'est 18. Vous voyez que mes valeurs de F observées, 1 et 3, sont très inférieures aux valeurs de la table. Ça veut dire que je vais accepter H0. Ça veut dire que mon carré moyen factoriel, il n'est pas tellement plus grand que mon carré moyen résiduel. En tout cas, il n'est pas significativement plus grand. Alors, c'est sûr que ici, le test, ça vaut 1, mais ici, 3 fois. Donc, vous voyez, il est 3 fois plus grand. Ben, ça ne suffit pas. Compte tenu du nombre de degrés de liberté, ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait un effet, il faudrait observer des écarts entre moyennes bien plus grands. Alors, test des coefficients, c'est exactement comme pour l'analyse de variance à un facteur. Donc, je vous résume simplement le schéma. Comme ça, vous en avez une petite habitude. Une fois que j'ai décidé de rejeter H0, parce que mon premier test me dit j'ai un effet du facteur, je veux savoir quelles sont les modalités du facteur qui conduisent à des grands rendements et à des petits rendements, que ce soit des bonnes variétés, des mauvaises variétés, des bons fongicides, des mauvais fongicides. Alors je construis le test exactement comme dans le cas de l'analyse de variance à un facteur. Je pose l'hypothèse alpha i égale 0 contre alpha i différent de 0. La normalité des résidus m'indique que ma loi de mon estimateur, c'est une loi normale.
Mon estimateur est sans biais, donc c'est sur alpha i, et puis la variance, je l'ai déjà donnée. Comme je ne la connais pas, je suis amené à l'estimer par le carré moyen résiduel. Et à partir de là, eh bien, je divise mon indicateur par son écart type, et ça me donne une loi de Student. Si j'avais le véritable écart type, j'aurais une loi normale, sans valeur réduite, mais comme je n'ai pas le vrai écart type, mais son estimation, j'obtiens une loi de Student, avec une règle de décision dans laquelle j'ai une zone d'acceptation qui est centrale, c'est-à-dire que si mon alpha i est petit, ben je vais accepter H0. Je vous rappelle, H0, c'est alpha i vaut 0. La variété est tout à fait ordinaire. Donc si la variété est tout à fait ordinaire, alpha i vaut 0, c'est cette hypothèse que je garde quand j'observe de petites valeurs de alpha i. Si par contre j'observe de grandes valeurs de alpha i, mais grandes en valeur absolue, dans un sens ou dans l'autre, alors je suis amené à rejeter H0. Voilà. Donc je vous ai fait le petit exemple numérique, ici. Le test global n'est pas significatif, donc normalement, dans la pratique de l'analyse, on s'arrête là. Mais dans notre petit exemple, on va quand même, pour illustrer les calculs, faire le test. Hein. Alors, vous vous souvenez, là, je vais m'intéresser à alpha chapeau 1. Alors, alpha chapeau 1 vaut moins 1. En effet, la moyenne pour la variété 1, c'est 2. Et puis ici, on a une moyenne générale de 3. Alors, je teste les deux hypothèses. Je calcule le sigma chapeau carré qui vaut de 2, mais ça, je l'ai calculé tout à l'heure, vous vous souvenez, la racine, c'était 1,414. Hein. Le nombre de degrés de liberté vaut 2. Donc, je calcule la variance, j'obtiens 0,81 au carré. Donc, le t, c'est la valeur du coefficient divisé par son écart type. Donc, moins 1 sur 0,81, et j'obtiens moins 1,2. Donc, vous retenez de ceci, ce calcul, vous n'aurez jamais à le faire. Il sera toujours fait dans la machine. Je vais vous l'illustrer tout à l'heure. Il sera toujours fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un indicateur qui est le alpha i. C'est le coefficient du modèle, c'est l'estimation du coefficient du modèle. Eh bien, cet indicateur, vous le normalisez en le divisant par son écart type. Et du coup, cet indicateur normalisé, vous pouvez l'apprécier à l'aune d'une loi. Ici, la loi, c'est une loi de t. Alors, dans le cas précis, le t à 2 degrés de liberté, c'est 4,3. Donc vous voyez qu'ici, on est très très en dessous. C'est la valeur absolue qui compte. Donc ici, on va accepter H0. On va dire que cette valeur de alpha 1 n'est pas significative. Donc retenez bien cet enchaînement. Dans cet enchaînement, on commence par faire le test global. Si l'effet n'est pas significatif, on s'arrête là. Si l'effet est significatif, alors on regarde les tests des coefficients. Alors, on peut calculer une probabilité critique. Alors, vous voyez comment on la calcule, c'est toujours de la même façon. Je situe mon indicateur statistique dans la distribution. Bien. Et une fois qu'il est situé dans la distribution, je regarde la probabilité d'être au-dessus. Mais d'être au-dessus en valeur absolue, évidemment. Alors, dans l'exemple, c'est 0,34, donc 34%. Donc, cette probabilité critique, je vous redonne la définition, c'est la probabilité d'obtenir par le seul effet du hasard un coefficient au moins aussi grand que celui effectivement observé. Je reprends. C'est la probabilité d'obtenir par le seul effet du hasard. Donc, par le seul effet du hasard, c'est-à-dire sous H0. Probabilité d'obtenir par le seul effet du hasard un coefficient au moins aussi grand, une estimation du coefficient, au moins aussi grande que celle effectivement observée. Donc ici, je me dis, bon, j'ai obtenu un coefficient là, qui vaut moins 1, mais ce coefficient il est très banal, puisque dans 34% des cas, avec des nombres au hasard, j'en trouve un qui est aussi grand. Voilà. Alors pour terminer très rapidement, et terminer, si je puis dire, par une note de franche gaieté, juste un petit mot qui va peut-être vous rassurer, c'est que tous ces calculs, il est important que vous les ayez vus pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Eh bien, dans la vraie vie, vous êtes en train de faire un fichier sous Excel, vous reconnaissez ici le numéro de la variété, le fongicide, le rendement. Ce fichier sous Excel, vous en faites un fichier, alors CSV ou TXT, le voici. Ce fichier, vous l'importez
Sous R, vous avez ici les instructions, et puis ensuite, vous appelez l'analyse de variance qui vous sort tous les coefficients. Vous reconnaissez ici le 3, le moins 1, le 0, le plus 1, etc. Et vous reconnaissez ici les probabilités critiques. Voilà ici le 0, 0,35 pour la constante, mais voilà le 0,34. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit.